salue tous les participants à ce colloque, à l'Assemblée nationale, qui sont venus nombreux, en particulier les dirigeants et militants du Front populaire ivoirien, qui parmi d'autres ont particulièrement souffert et souffrent encore de la répression en Côte d'Ivoire ces dernières années. La Côte d'Ivoire a été marquée par différents coups d'État, la répétition de 1999 à 2002. Elle a été déstabilisée par des rébellions bénéficiant de soutien d'entreprises multinationales et de puissances étrangères, dont, il faut bien le dire, l'État français. Elle s'en est suivie une décennie de déstabilisation et d'ingérence militaire et économique, dont le point d'orgue a été la crise post-électorale en 2011, qui s'est soldée par plusieurs milliers de morts, et l'installation d'Alassane Ouattara à la présidence de la République ivoirienne par les chars français et par le président de la République française de l'époque. Pourtant, il aurait été possible de recompter les voix, comme le demandaient de nombreux Ivoiriens, dont le président sortant, Laurent Gbagbo, ou de reprendre le scrutin, comme le demandaient d'autres, comme Pierre Sané, ancien secrétaire général d'Amnesty International. Il est à noter que sous la pression de démocrates, de progressistes en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde, le pouvoir de M. Alassane Ouattara a reculé quelque peu, en libérant plusieurs centaines de prisonniers d'opinion. À l'instar de mon parti, j'avais d'ailleurs pris position à plusieurs reprises en ce sens. Ce processus doit aujourd'hui aller jusqu'au bout. Malheureusement, il est à noter que des procédures politiques perdurent et frappent aujourd'hui, y compris les anciens alliés du pouvoir, dont le PCI. Par ailleurs, on doit encore déplorer l'existence de dizaines de milliers de réfugiés et de déplacés qui sont privés de tout, du fait d'une situation des droits humains catastrophique aux antipodes de ce que nous racontent de nombreux médias français notamment. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire a été présentée comme une locomotive en matière de croissance située au-dessus de 7%. J'étais avec des économistes avant-hier, dans la semaine, là, qui expliquaient que les taux de croissance avec un pourcentage, ça ne voulait pas dire grand-chose parce que ça dépend du niveau d'où on part. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pourcentage très élevé, mais si on part de très bas en termes d'augmentation de la richesse, ça ne fait pas tant que ça. Et donc, il faut gérer les pourcentages avec prudence. Les statistiques, comme le PIB, sont parfois trompeuses. La croissance de cet indice ne signifie pas du tout, et ne signifie pas que tout le monde profite. Bien au contraire. L'augmentation du PIB alimente les inégalités lorsque l'élite confisque pour elle seule les fruits de la croissance. La Côte d'Ivoire est à ce sujet une illustration d'un modèle de croissance appauvrissante, reposant sur la corruption, les marchés de gré à gré et la surfacturation systématique au bénéfice des grands intérêts privés. Le projet de tram-train en est la triste illustration. Et si quelques infrastructures prévues de longue date sont réalisées à Abidjan, il faudrait s'interroger sur leur degré d'utilité par rapport à l'ensemble de la population et la production locale et nationale. Prenons l'exemple du pont d'Abidjan. Quelle est la portion de la population ivoirienne qui utilise ce pont à péage? Quelle est son utilité réelle pour les citoyens ivoiriens? La question est donc la suivante: à qui profitent ces investissements massifs d'argent public? Ne faut-il pas privilégier les politiques publiques utiles aux populations plutôt qu'aux dépenses inutiles ne profitant qu'à quelques-uns? Et le pire, c'est que les retombées fiscales des projets réalisés en Côte d'Ivoire sont très faibles, ce qui contribue fortement à son endettement auprès de créanciers privés, et ce, à l'instar d'autres pays pauvres. La Banque mondiale, après avoir tout fait pendant des décennies pour augmenter le dumping fiscal dans ces mêmes pays, s'est même inquiétée récemment d'un risque de crise mondiale lié à ces endettements. C'est sur l'ensemble de ces points que le bât blesse, avec une politique de plus en plus sous la coupe de multinationales et d'une minorité locale proche du pouvoir, incapable de satisfaire l'intérêt général. Avec une politique pareille, les éléphants blancs, entre guillemets, ne sont pas prêts de s'éteindre. Les mots de Jean-Jacques Guivon, ancien conseiller confédéral Afrique à la CGT, résument cette situation. Je le cite: « Le pouvoir ivoirien a les poings fermés contre sa population et les salariés du secteur formel et informel. Mais ce pouvoir a les bras grands ouverts pour quelques milliardaires et pour certains hommes politiques, copains et coquins
de France et d'ailleurs. Fin de citation. Alors qu'officiellement le pays est de plus en plus riche, la pauvreté augmente. Les populations sont déguerpies de leur logement sans mesure d'accompagnement. Cette situation a pour résultat de boucher les perspectives de vie pour de très nombreux Ivoiriens. Les migrations augmentent. La population ivoirienne connaît également un très fort taux de suicide, comme en attestent les chiffres très récents de l'OMS. Au-delà de cet état des lieux qui interroge, nous avons de plus en plus le sentiment qu'il n'y a pas d'efforts produits en vue de concrétiser une réconciliation nationale maintes fois proclamée, mais qui n'a jamais eu véritablement lieu. En Côte d'Ivoire, comme l'ont dénoncé récemment de nombreux magistrats ivoiriens, le pouvoir instrumentalise la justice en vue de s'acharner sur les opposants et promeut ceux qui sont soupçonnés de massacre, dont le terrible est celui de Douékoué. J'en profite pour vous dire quelques mots sur la Cour pénale internationale. Je vous dis quelques mots ici, mais ces quelques mots et ces réactions, je les ai eus face au ministre Le Drian en commission des Affaires étrangères ici, et je les ai régulièrement face au pouvoir politique français. Cette Cour de justice, cette Cour pénale internationale n'a jamais donné suite aux plaintes de ces victimes et s'est acharnée sur un seul camp. Elle a bafoué des principes de droit en maintenant Laurent Gbagbo en détention provisoire durant 7 ans, et pire encore, elle le met aujourd'hui en résidence surveillée alors qu'il est acquitté. Je n'imagine pas une minute que l'on applique ce mode de fonctionnement judiciaire en France. Cela produirait un tollé retentissant et à juste raison. Je trouve que c'est préoccupant, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour le monde entier, puisqu'il s'agit de la Cour pénale internationale. Et revenons au thème qui nous préoccupe aujourd'hui. Notre initiative doit contribuer à briser le mur du silence, d'indifférence, voire de complaisance par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Elle doit contribuer à briser le cercle vicieux des montées, des rancœurs, qui ne peuvent qu'amener d'autres drames, tout en s'efforçant d'amener le plus d'éléments de vérité possible. Car une réconciliation durable ne peut reposer sur des mensonges d'État. Et la reconnaissance des faits, aussi dramatiques qu'ils soient, ne peut servir d'alibi pour justifier d'autres exactions. C'est à ce difficile exercice auquel les Ivoiriens doivent s'atteler. Quelque part, le militant que je suis, ça lui rappelle aussi l'Afrique du Sud et les sages paroles de Nelson Mandela qui a beaucoup contribué aussi à la réconciliation de son peuple. Le présent colloque vient apporter sa pierre au gigantesque édifice de la paix en Côte d'Ivoire qui doit être reconstruit rapidement. J'aimerais que les pouvoirs publics de mon pays agissent de la même façon au lieu de défendre quelques intérêts privés de courte vue dans une approche qui porte préjudice à l'amitié entre nos deux peuples. Vous êtes ici dans une salle de réunion qui est peut-être une des plus belles de l'Assemblée nationale. Elle est belle par sa structure, elle est belle par sa forme, ronde, le cercle, la terre. L'égalité entre les uns et les autres, c'est cette disposition-là de cette salle, et moi j'ai énormément de plaisir à ouvrir cette salle au peuple d'Afrique, à leurs représentants, aux militants qui défendent les droits de l'homme dans les différents pays. Juste avant vous, avait lieu dans cette salle un colloque sur la question malienne, avec un sujet important qui était la question de la présence française, de l'armée française. Ce sont des débats qui se passent à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ce sont des débats qui sont suivis par les autorités françaises, qui regardent ce qui se passe ici. Ce sont des débats, et sur la question malienne, tout le monde n'était pas d'accord, mais tout le monde a beaucoup discuté dans cette salle. Et je pense que les sujets ont avancé. Et je pense que les messages résonnent à travers ce qui se passe dans cette salle. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est dans cette salle. C'est l'avenir du peuple ivoirien qui s'est installé dans cette salle. Ce sont de beaux projets et de beaux sujets compliqués, difficiles, que vous allez débattre dans cette salle. Je vous souhaite un bon colloque. Les actualités des uns et des autres. Je devais venir en train, je suis venu en voiture, c'était très long, etc. Je devais repartir en train. Il n'y a pas de train pour la Normandie. Donc vous me verrez à un moment donné disparaître. Mais je vous laisse mes collaborateurs et les choses se passeront bien jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon colloque. Et puis, je passe sans tarder la parole à Daniel Forté pour le collectif Afrique du Parti communiste français.